Évoquer cette série de tragédies qui endeuillent notre pays à nouveau. Mais ce qui s'est passé ce matin aux Ozoir-la-Ferrière, évidemment, nous interpelle tous. Il est 8 h du matin, chacun est dans le RER, peut-être pour aller au travail, peut-être pour aller à l'école. Et là, des jeunes de 16 à 17 ans ont été attaqués à la hache. On connaissait le sabre, on connaissait le couteau. Maintenant, c'est à la hache qu'on attaque les jeunes. On fait le point avec Audrey Berthaud et Jean-Laurent Constantini. Un garçon a été interpellé à son domicile. Il est soupçonné d'être le principal suspect. Il est âgé de 16 ans. Il habite Ozoir-la-Ferrière. Et donc, pour revenir sur les faits, c'est ici, à 8 h du matin, jour de la rentrée scolaire, que des jeunes d'Ozoir-la-Ferrière entrent dans le RER qui est à quai. Ils tirent la sonnette d'alarme pour immobiliser le train. Ils demandent à tout le monde de sortir. Les jeunes donc s'introduisent dans le train, armés d'une machette, et s'en prennent à d'autres jeunes de la ville de Roissy-en-Brie. Ça se trouve à 2 stations de RER d'ici. Et donc, selon les témoignages que nous avons pu recueillir, ce serait un énième règlement de compte entre ces adolescents de ces deux villes. 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Un aurait le doigt, l'auriculaire coupé. L'autre aurait une grosse coupure au niveau de son crâne. Le nombre de patrouilles de police a été renforcé sur la ligne du RER E tout au long de la journée. Merci beaucoup Audrey Berthaud. Quelques témoignages d'habitants sous le choc. Et puis je vous demande, Grégory Joron, comment on peut en arriver là? Voilà, on est en France en 2024. Comment on peut régler ces montes à coups de hache dans le métro? Écoutez les témoins. J'habite ici depuis l'âge depuis que je suis né en fait. Et il y a toujours eu des guerres en fait entre Ozoir, Roissy, de se faire du mal à ce point-là en fait, juste parce qu'en plus on est 2 villes côte à côte, on est collés. Ça fait mal et nous on est dans l'insécurité en fait à chaque fois. On habite à Ozoir mais on ne sait pas ce qui va se passer par exemple demain. Il peut y avoir des représailles demain et machin. Il y a les grands de Roissy qui vont savoir. Et c'est un... Ça vous fait... Moi je suis déçue. Moi j'ai peur. Hein. Moi je prends plus le train de toute façon. J'appelle les militaires, j'appelle Monsieur Macron à faire son travail parce que c'est bien beau d'aller au Maroc ou je ne sais quoi, mais les Français ont besoin de vous. Je pense même fortement qu'il y aura des représailles parce que c'est comme ça, les petits ils se sont fait frapper, ils voudront se venger. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. C'est sûr que les parents ils vont plus laisser leurs enfants sortir. Voilà, ça va pas être pareil qu'avant. Et ça ne va pas être pareil qu'avant, évidemment. J'ai Grégory Joron, on imagine même que la vie puisse reprendre tranquillement, comme si de rien n'était. Voilà, 2 choses. L'heure, le mode opératoire. Ils ont carrément arrêté le train, quoi, clairement, pour attaquer justement les autres jeunes qui visaient, parce que là, on est vraiment sur un âge qui est extrêmement... c'est 16 ans en moyenne, entre 15 et 17 ans. La méthode, l'heure... La violence sans limite, parce que c'est forcément à la vue de tout le monde. C'est pas habituellement, ça se passe dans les quartiers, ça se passe dans des endroits. Il y avait hache, mais il y avait couteau, il y avait batte de baseball, il y avait katana. Vraisemblablement. Donc ils étaient réellement équipés pour une expédition punitive. Maintenant, le travail, ça va évidemment de retrouver tous les auteurs. Pour l'instant, il y a une personne interpellée. Une personne interpellée. Il y avait une dizaine de jeunes quand même qui sont enfuis. Premièrement, et surtout aussi, en effet, d'éviter les représailles et le match retour, si vous me passez l'expression, parce que c'est souvent ce qui a craint malheureusement dans ces cas-là. Joseph Massescaron, ça interpelle évidemment, parce que jusqu'où on va aller dans la gradation des violences désormais? Jusqu'où ça peut aller? Là, on est à la hache. Oui, puis j'étais sensible à ce que la dame disait, c'est-à-dire qu'on voyait bien que c'était une guerre de territoire. C'est ce qui ressortait le plus souvent. Et évidemment, qui dit guerre de territoire dit action punitive de part et d'autre, comme vous l'avez signalé. Et c'est ça ce qu'il faut craindre. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que nous renonçons tous, c'est la démocratie, nous renonçons tous à un certain nombre de libertés. C'est tout à fait normal. Parce que ces libertés, nous renonçons pour ces libertés. Pourquoi ? Parce que l'État doit nous protéger. À partir du moment, justement, où cette protection fait défaut, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer, tout simplement, que des personnes reprennent leur liberté. C'est ça, comme ça, c'est là. Mais on y va réellement. Alors ça veut dire quoi, reprendre sa liberté? Organiser ça. C'est-à-dire de s'armer à son tour. Voilà, s'organiser soi-même pour prendre sa défense. Soi-même. C'est les milices. C'est ce qui se passe. Voilà. C'est ce qui se passe aux États-Unis, notamment. Donc, ça, franchement, je veux dire, ça peut paraître comme des faits divers. Ce ne sont pas des faits divers, bien évidemment. Non, c'est des faits de société. C'est des faits de civilisation. Bien sûr. Mais ça met en cause la démocratie, c'est évident. Il y a ça, il y a aussi ce qui s'est passé à Saint-Péray dans l'Ardèche, ce week-end aussi. Un jeune homme de 22 ans qui attendait à la sortie d'une boîte de nuit, rafale
fusillade faite par visiblement des règlements de compte entre le narcotrafic. On va juste écouter là aussi un témoin de la scène pour se demander, encore une fois, jusqu'où ça peut aller. Moi, je suis arrivé devant la boîte de nuit vers environ 2h10 du matin. Et je suis resté environ une trentaine de minutes devant la boîte de nuit. Et c'est à peu près vers 2h40 du matin où je suis sur mon portable et dans la file d'attente. Et j'entends au moins 3 ou 4 coups de pétard. Et à ce moment-là, j'entends des cris. Et c'est là que je range mon portable et que je vois toutes les personnes se mettre au sol. Du coup, voilà, je vois une cinquantaine de personnes au moins se mettre au sol. Et j'entends encore un coup de feu. Donc je me baisse. Je vois que les gens rampent et que ça crie. Et moi, je tourne ma tête et je vois un homme au sol, yeux ouverts, avec du sang à côté. Donc à ce moment-là, je me rends compte de la situation. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, y a un attroupement et qu'en fait, tout le monde se lève et essaye en fait, de rentrer dans la boîte de nuit. Donc on est tous rentrés. En fait, le vigile essaie de nous calmer. Mais c'était tellement une scène d'horreur en fait que tout le monde s'est précipité en fait dans la salle et tout le monde est rentré en fait. Voilà pour ce qui s'est passé à Saint-Péray, Éric Revel. Je rappelle que le jeune homme qui est mort, hasard tragique de l'histoire, faisait partie du même club de rugby de Romans-sur-Isère, celui Thomas à Crépol. Que Thomas à Crépol. Voilà, c'est terrible. Le témoignage est glaçant, précis, je trouve. Il a essayé de mettre son émotion de côté, mais il décrit ce qui est arrivé à Nicolas. C'est-à-dire que y en a un qui se relève pas, qui est par terre, qui a du sang autour de la tête et qui a les yeux grands ouverts. Il est mort, en fait, victime d'une fois de plus de la barbarie. Et ce témoignage est glaçant, il fait froid dans le dos. Mais ce qui m'a frappé dans cette nouvelle affaire barbare d'assassinat, bien que l'enquête soit en cours, c'est le tweet d'un membre de sa famille. Qui dit à un moment donné, mais ça me frappe parce que quand Bruno Retailleau parle de point de bascule, après ce qui s'est passé à Poitiers, après ce qui s'est passé à Rennes, en fait la vraie bascule elle est incarnée par le tweet du membre de la famille de Nicolas qui dit attention parce que nous allons nous faire justice nous-mêmes. C'est bien ce que je. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que disait Joseph. En fait, il y a deux façons de voir la chose. C'est terrifiant de faire justice soi-même. Oui. Mais en même temps, c'est ce que disait Joseph, c'est-à-dire quand l'État ne vous protège plus, vous reprenez la liberté. Jusque et y compris celle de vous défendre vous-même. C'est ça que il y a une dimension. Et là, je pense que la vraie bascule, elle est là. Et on n'en est pas loin, malheureusement, parce que c'est la négation de l'état de droit. C'est la négation de l'État, effectivement, mais une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que oui, il y a la tentation de se faire justice soi-même si l'État n'est plus là pour garantir l'ordre, mais il y a aussi la dimension tribale, la dimension clanique. C'est-à-dire que depuis plusieurs siècles en Occident, entre l'individu et l'État, il n'y a rien. Là, on voit des populations entières qui vivent justement dans l'idée qu'ils sont un clan. Et la mentalité de clan, d'un point de vue civilisationnel, c'est quoi? C'est si un membre du clan est attaqué, vous êtes légitimé pour répliquer contre n'importe quel membre du clan d'en face ou de celui que vous considéré comme étant le clan d'en face. Et c'est cette réalité civilisationnelle-là dans laquelle nous sommes en train de basculer. Et il faut vraiment réagir parce que sinon nous finirons effectivement par finalement avoir des gens qui seront contraints eux-mêmes de s'inscrire dans des logiques tribales, quel que soit le critère d'appartenance. Je précise ce qui s'est passé dans le RE, justement. C'est un règlement de compte. Mais c'est exactement ça. Ce qui vient de se passer, c'est-à-dire des bandes armées de haches qui se font justice. On est dans les affrontements tribaux. On est dans la loi des voyous, je le disais, on est dans la loi des voyous. Attendez, Joseph Massescaron, ensuite Louis et Grégory Joron. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Sébastien. C'est-à-dire que, en effet, il y a l'individu et l'État. Il y avait pratiquement, et il n'y avait plus que ça, l'individu et l'État. Mais avant, il y avait quelque chose entre l'individu et l'État, ça s'appelait les communautés intermédiaires. Voilà, c'est-à-dire c'était le sentiment d'appartenance à une famille, à un quartier, à un village, etc. C'est pas appartenir à un territoire, c'est appartenir à une communauté. On a tellement déstructuré ces communautés. Ah mais si, ils ont une communauté, c'est les bandes, c'est les gangs, c'est les voyous, c'est les narcotrafiquants. Comme dirait Maffezoli, mais le livre de Maffezoli date d'il y a de plus de c'est le temps des tribus. Alors Rachel et Louis, Rachel. Non mais effectivement, ça me faisait penser aussi au repli identitaire. C'est qu'à la fois il y a les bandes, ces clans-là, mais aussi avec l'idéologie qui imbibe la société, tous ces replis identitaires avec des idéologies. Quand il n'y a plus de
communauté, il y a un communautarisme. Quand il n'y a plus d'identité, il y a de l'identitarisme. C'est aussi. Rachel, vraiment. C'est exactement ce que tu dis. Après, ce qui me fait peur, c'est la banalisation, puisque maintenant on voit que toutes les semaines il se passe quelque chose. Alors soit le décès d'un de nos jeunes comme Nicolas ou comme Thomas l'année dernière, ou des personnes qui sortent des sabres, des haches, etc. Là où c'est notre rapport à l'espace public aussi qui est entaché, parce que si on ne peut plus aller dans les transports en commun sereinement, ce qui nous change en fait des Jeux Olympiques, ou si on ne peut plus sortir en boîte. Ça paraît tellement loin, les Jeux Olympiques, et cette espèce de trêve qu'on a tous vécu. Vous avez raison. 2 mois, 3 mois. Et après, la dernière pensée, c'est pour notre jeunesse qui grandit avec ces images-là et ces faits-là, dans une ultra-violence. Un dernier mot. On parlait de ça sur la jeunesse Rennes. Le gamin qui a pris malheureusement une balle, dans le crâne à 5 ans, à Poitiers 15 ans, il est décédé. Saint-Péret 22 ans, c'est ça, je crois 22 ans. La réalité, c'est comment on fait, encore une fois, alors sans aller aussi loin que les prises de parole précédentes, mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ultra-violents, comment on traite cette jeune délinquance qui se construit une société parallèle, ça c'est factuel. Est-ce qu'on continue avec le même mécanisme? Je rappelle simplement qu'il y a eu une réforme justement de la justice des mineurs il y a quelques années où on a proposé, notre garde des Sceaux précédent a mis en place une césure. C'est-à-dire que ces jeunes-là, quand ils vont avoir un jugement en 2 temps, on va leur dire d'abord, on va demander s'ils sont coupables ou pas, et s'ils sont reconnus coupables, ils auront simplement leur peine dans 8, 9, 10 mois. 10 mois, ouais. Voilà. Et c'est invraisemblable. Et je crois que la première réponse, elle est quand même là, sur la prise en compte justement de cette jeunesse ultra-violente et la certitude de la peine. On est très loin de tout ça.